c'est vraiment des milieux que je connais bien, parce que j'étais non seulement le privilège insigne d'avoir été camarade de classe de Gabriel Attal entre mes 11 et 22 ans, quand même. Je pense que vous pouvez me féliciter, parce que même si vous avez commencé à atteindre des durées pas similaires en termes de fréquentation de cet individu, malheureusement, moi je les ai connus de plus près encore, et je continue du coup à les subir. Et je me souviens parfaitement à 16 ans de m'être dit je ferai jamais de politique de ma vie, en me disant explicitement, parce que je n'ai pas envie de me coltiner des mecs comme Gabriel Attal toute ma vie, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment des malades mentaux, mais à des niveaux tellement stratosphériques. J'ai gardé ce qu'on appelait le yearbook de l'école alsacienne, c'est un truc qu'on faisait en terminale où en gros, en souvenir, tout le monde avait droit à une page pour laisser son contact et mettre des petites photos de souvenirs de sa période de lycée. Enfin, vous voyez, donc on était 200 par promo, donc tout le monde avait mis des photos avec ses copains, de fêtes, de je sais pas quoi. Et Gabriel, c'est assez incroyable, et de façon non ironique en plus, avait mis en pleine page la photo de Pompidou présidentielle, avec sa tête dessus, à 17 ans. Et juste en dessous, Gabriel Attal, voilà, comme ça, très modestement. Et voilà. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de lui? C'est parce que comment est-ce qu'il a construit son parcours politique? C'est donc d'une ambition folle. Hein. En 6 mois, il était passé d'un sarkozysme forcené à 16 ans à un royalisme forcené quand il avait gagné. Et pourquoi il était devenu, enfin, quand il avait gagné les primaires socialistes, pourquoi il était devenu socialiste parce que c'est fondamentalement quelqu'un de droite qui a toujours été de droite, avec une pensée très bourgeoise, très méprisante pour tout ce qui est pauvre entre guillemets, avec une sorte de non-rapport à l'humanité assez extraordinaire, parce qu'en fait il était devenu entre-temps le meilleur ami, voire un peu plus, de la fille de Marisol Touraine, qui s'appelait Alexandra, qui était dans notre classe aussi, parce qu'évidemment tous ces hiérarques socialistes mettent leurs enfants dans des écoles privées, ils vont pas se mêler avec la plèbe. Et donc, en fait, Alexandra, qui n'était pas la plus fine lame de l'école, s'était laissée complètement fasciner par ce jeune garçon très beau et très puissant au sein de l'école alsacienne, parce qu'il était fils de producteur et d'une famille qui remonte en fait de cinéma sur plusieurs générations jusqu'à des princes, enfin qui a presque du sang royal, des princes russes d'un côté et de l'autre. Et donc il y avait en fait à l'Alsacienne une forme d'assise extraordinaire liée aussi à son capital économique qui rayonnait quelque part, vous voyez, et qui du coup draguait tout le temps les filles un petit peu de la petite fille de Giscard d'Estaing, Alexandra, fille de Marisol Touraine, pour essayer de trouver sa place. Et donc il réussit à absorber Alexandra, à la fasciner, à se faire inviter à des dîners en famille, ainsi de suite, et du coup à décrocher un stage auprès de Marisol Touraine, qui se transforme en poste de conseiller ministériel en 2012, donc à l'âge de 22 ans, alors qu'il vient de redoubler Sciences Po, qu'il n'a pas encore diplômé, que sa seule expérience professionnelle c'est d'avoir fait un stage pistonné à la Villa Médicis lors de sa 3e année à l'étranger. Je ne sais pas si vous voyez la Villa Médicis, ce que c'est à Rome, c'est une sorte de dépendance de l'État pour artistes extrêmement chics et privilégiés, qui était dirigé à l'époque par Frédéric Mitterrand, donc, que ses parents connaissaient et qui lui avait permis de se retrouver là. Donc tout d'un coup, il se retrouve payé par l'État 6 000 € par mois pour devenir, à 22 ans, pour devenir conseiller parlementaire, conseiller au sein du cabinet de la ministre de la Santé, alors qu'évidemment, il ne connaissait strictement rien à la santé, et prendre des décisions, enfin avec secrétariat, voiture avec chauffeur et tout ça, sur, en gros, l'avenir de nos hôpitaux, des régulations en termes de médecine, ainsi de suite. Et donc, il va avoir pendant 5 ans ce poste, et je me souviens de discussions qu'il avait avec des amis juste avant l'élection de Macron. Donc il se met en couple avec Stéphane Séjourné, qui va devenir l'un des piliers de la Macronie. Donc en fait, il bascule d'Alexandra à Stéphane Séjourné pour pouvoir basculer vers le nouveau pouvoir. Et je me souviens que quand même, en fait, il hésitait à se présenter, à faire le pas, parce que Marisol Touraine lui avait promis un poste à 15 000 € par mois à New York, à l'ONU, à 26 ans, comme vous voyez, enfin, ces postes que l'État peut distribuer un peu comme ça. Et donc il ne savait pas trop, quoi. Il se disait peut-être que ça vaut mieux la peine, je sais pas quoi. Et finalement, il récupère la meilleure circonscription possible grâce à son copain qui était en charge de la distribution des circonscriptions pour En Marche. Donc il se fait élire près d'Issy les Moulineaux, dans la banlieue proche de Paris, pour pouvoir aller en scooter de son appartement dans le 6e là-bas, où il vivait évidemment pas. Et à partir de là, dans la foulée, il devient député, et grâce à son copain qui lui est nommé à l'Élysée, il va très vite se retrouver en position de devenir secrétaire d'État, puis porte-parole du gouvernement lorsque Sibeth Ndiaye fait ce qu'elle fait pendant la pandémie. Et Gabriel, c'est quelqu'un de... Je pense que c'est parmi les plus brillants de la Macronie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le sous-estimer, et je pense qu'on va l'avoir parmi nous pour très longtemps. Et l'un des marqueurs de cette différence et de cette intelligence politique, entre guillemets, c'est le dernier poste qu'il vient de récupérer, qui est ministre des Comptes publics, qui en fait
enfin, ministre délégué, je ne sais plus si c'est ministre délégué ou secrétaire d'État, mais donc il est théoriquement c'est un petit ministère, vous voyez, c'est presque une rétrogradation théoriquement par rapport au poste de porte-parole du gouvernement qui lui permettait d'avoir une visibilité extraordinaire, sauf qu'il a parfaitement compris qu'il a justement aujourd'hui le capital de notoriété suffisant pour pouvoir avoir une existence politique en propre. En fait, à force d'avoir été mis en avant par tous les médias du fait de ses fonctions pendant cette période-là, il a réussi à acquérir une forme de souveraineté politique. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait obtenir un poste, et c'est le sens de la note qu'avait fait Jean Castex quand il avait été nommé au gouvernement sans portefeuille, entre guillemets, c'est-à-dire sans direction d'administration sur laquelle avoir prise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean Castex a été photographié avec un petit papier blanc sur lequel il y avait écrit « Est-ce que vous avez trouvé un os à ronger pour Gabriel ?» Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait partie des avanies du politique, c'est-à-dire qu'il faut encaisser et avancer. Et donc il a fini par trouver son os à ronger. C'est pas n'importe quel os à ronger, parce que ministre du budget, parce que c'est ça ce que ça veut dire, ça lui donne une puissance extraordinaire. En fait, c'est-à-dire que tous les ministres et secrétaires d'État vont devoir en fait maintenant, chaque année, aller devant lui, le prier de lui donner telle ligne budgétaire ou telle autre en fait. Donc ça devient un homme d'une puissance potentielle extraordinaire, et il est en train en fait de réussir à construire des réseaux d'affiliés qui vont lui permettre au sein du Petit Paris de se constituer pour devenir en fait une des personnes les plus puissantes du régime politique actuel, de par en fait sa capacité à rendre des faveurs, à en retirer et à construire en fait une position. Donc c'est un poste qui va être beaucoup moins exposé, mais il n'en a pas besoin. Il a compris que cette partie était réglée et qui derrière en fait va l'installer définitivement en marquis au sein de cet espace qui par ailleurs est extraordinairement aristocratique. N'oubliez pas que la puissance politique d'un certain Nicolas Sarkozy passe notamment par le fait d'avoir été ministre du budget entre 1993 et 1995 sous Balladur, ce qui en a fait en fait l'un des pôles incontournables de la droite, qui lui a permis de distribuer de l'argent à tout va et évidemment de faire plaisir à un certain nombre de milieux de la finance. Et donc à partir de là, ça permet à Gabriel Attal de contourner un des défauts qu'il a, c'est parce qu'il a été propulsé trop rapidement au sein des cabinets ministériels, il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait les grands corps, et donc il n'a pas eu un accès direct aux ressources de l'État comme l'a eu Macron ou comme l'a eu Édouard Philippe, qui lui aurait permis de rendre des faveurs, et donc justement de se créer cet appui oligarchique et ces réseaux de corruption. Et donc en fait, il va compenser ça maintenant à la position qui est la sienne, et il va se construire en fait une assise extraordinaire qui, sauf scandale qui pourrait le toucher, ou peau de banane qui pourrait lui être glissée dessus, en fait, il va vraiment réussir à s'installer. Donc vous allez avoir le plaisir de le croiser pendant les prochaines années de façon assez constante et croissante, à mon avis.